Un président adoré, abattu en plein jour devant des millions de témoins. Un assassin arrêté, puis exécuté à son tour, en direct à la télévision. Et derrière ce double drame, une Amérique qui bascule dans la guerre, le chaos et le sang du Vietnam. Voici l'histoire de John F. Kennedy, un récit où chaque chapitre révèle un nouveau choc. Alors accrochez-vous, et si ce travail vous plaît, pensez à vous abonner et à liker. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu ces images. Le film tremblant, granuleux, pris par un simple spectateur à Dallas. Un homme qui tenait sa caméra sans savoir qu'il allait capturer l'un des instants les plus tragiques et les plus obsédants de toute l'histoire moderne. Le cortège présidentiel, la décapotable noire, le soleil éclatant, et puis 3 coups de feu. À chaque visionnage, j'ai ce même frisson dans le dos. Pas seulement parce que le président des États-Unis tombait sous les balles en plein jour, mais parce que, dans ces images, quelque chose échappe. Un détail invisible, un mystère palpable, comme si toute la vérité se cachait dans une fraction de seconde. Je n'étais pas né à l'époque, mais en me plongeant dans les archives, j'ai senti la sidération. Des millions de foyers collés à leur télévision, muets, incapables de comprendre comment le rêve américain venait de s'écrouler sur l'asphalte de Dallas. Kennedy, ce n'était pas seulement un président, c'était une image, une promesse, presque un mythe. Il incarnait la jeunesse, l'espoir, une nouvelle ère. Et en une fraction de seconde, tout s'est arrêté. Ce qui me frappe encore, c'est la vitesse avec laquelle la tragédie a envahi la planète. Avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant même les chaînes d'information continues, le monde entier a su. La radio, la télévision, les journaux, tout vibrait au même rythme. Le 22 novembre 1963, l'humanité entière s'est figée. Chaque fois que je revois le film de Zapruder, je me surprends à retenir ma respiration. On n'entend rien, juste les images muettes. Mais on imagine le bruit, le cri de Jackie, la panique de la foule, les agents qui se jettent sur la voiture, et ce geste obsédant, celui de Jackie grimpant sur le coffre arrière, comme si elle voulait rattraper un morceau de son mari. Une scène qui glace le sang. Je me suis souvent demandé ce qu'on ressent quand on vit un moment pareil en direct. Est-ce qu'on comprend tout de suite, ou est-ce que le cerveau refuse la réalité, jusqu'à ce que le silence devienne trop lourd? Dès ce moment, dès le premier tir, le doute est né. Un seul homme, posté à la fenêtre d'un dépôt de livres, qui abat le président avec une précision chirurgicale, c'est possible. Mais quand on regarde, quand on analyse, quand on se plonge dans ces images, quelque chose ne colle pas. Je ne suis pas le seul à ressentir ça. Des millions de gens à travers le monde, depuis 60 ans, reviennent encore et encore sur ces images. Chacun cherche la vérité et chacun trouve des zones d'ombre. C'est ça qui m'a poussé à raconter cette histoire. Pas seulement pour redire ce qu'on sait déjà, pas pour répéter le rapport Warren ou les documentaires officiels, mais pour plonger dans le doute, pour raconter cette affaire à ma manière, avec mes yeux, avec mes questions. Car je crois que c'est ça, la force de ce mystère. Il nous hante tous, mais chacun l'interprète différemment. Moi, chaque fois que je regarde Dallas, je ne vois pas seulement la mort d'un président, je vois la naissance d'un fantôme. Un fantôme qui plane encore aujourd'hui sur l'Amérique et sur le monde entier. Imaginez, un président abattu, son meurtrier arrêté, puis tué en direct à la télévision. Un pays plongé dans le deuil, un gouvernement en état d'urgence, une guerre froide en arrière-plan, et la certitude que quelque chose d'invisible s'est joué, tout ça en moins de 72 heures. C'est ça, l'assassinat de Kennedy. Un drame, un mystère, un mythe. Et c'est par là que je veux commencer, pas seulement par les faits, mais par le ressenti, par cette sensation que le temps s'est arrêté et qu'on ne l'a jamais vraiment relancé depuis. Je n'arrive jamais à regarder ces images sans ressentir une sorte de malaise. Comme si tout ce que nous avons cru savoir sur le XXe siècle avait basculé dans cet instant précis. L'Amérique de Kennedy, c'était la jeunesse, l'espoir, une nation qui voulait croire en son futur. Mais le 22 novembre 1963, ce futur s'est figé dans le sang. Je ferme parfois les yeux et j'imagine la scène autrement. Le soleil texan écrasant la ville, les familles venues acclamer le président, des drapeaux qui flottent, des sourires, des enfants perchés sur les épaules de leur père. Tout le monde veut voir Kennedy, ce président au charisme presque irréel. Et au milieu de cette fête populaire,
Une seule balle a suffi pour transformer la liesse en cauchemar. J'imagine aussi le silence qui a suivi. Pas seulement le silence dans Dealey Plaza, mais celui qui a enveloppé tout un pays, comme une chape de plomb, le genre de silence qui ne se vit qu'une fois, celui qui dit que plus rien ne sera jamais comme avant. Pourtant, ce qui m'obsède, ce ne sont pas seulement les tirs, c'est ce qui s'est joué ensuite, dans les heures, dans les jours qui ont suivi. Un enchaînement d'événements si rapide, si brutal, qu'il semble presque écrit à l'avance. Oswald, arrêté en quelques heures. Son assassinat en direct 2 jours plus tard. Un rapport officiel rédigé à une vitesse record. Comme si on voulait fermer le dossier avant même de l'ouvrir. Et c'est là que commence vraiment le mystère. Car si l'histoire était si simple, pourquoi tant d'ombres persistent-elles encore ? Pourquoi 60 ans plus tard, ai-je l'impression que nous cherchons toujours les réponses aux mêmes questions ? Chaque fois que je reviens à Dallas, je sens que l'affaire Kennedy n'est pas qu'une page d'histoire. C'est une énigme vivante, un puzzle qui refuse de se laisser résoudre. Et ce puzzle, je vais le raconter à ma manière. Non pas comme un historien neutre, mais comme quelqu'un qui cherche, qui doute, qui s'interroge. C'est ça mon point de départ. Et c'est ainsi que commence ce voyage dans l'une des histoires les plus terrifiantes et fascinantes du siècle dernier. Je ne prétends pas connaître la réponse. Ce que je sais en revanche, c'est qu'à chaque fois que je me replonge dans cette histoire, j'ai le même sentiment. Ce drame dépasse largement le geste d'un seul homme. Qu'on y croit ou non, le simple fait que ce doute existe est révélateur. Ce n'est pas un hasard si l'assassinat de John F. Kennedy est devenu le point de départ de tant de récits, d'interrogations et de théories. On ne parle pas ici d'un événement qu'on classe dans un livre d'histoire et qu'on oublie. On parle d'une blessure qui, 60 ans plus tard, n'a toujours pas cicatrisé. Ce doute, il s'est insinué dès les premières heures, dès les premières images, dès les premiers témoignages. Quand le monde entier a vu Jackie, recroquevillé dans cette décapotable ensanglantée, et que le cortège a filé à toute vitesse vers l'hôpital Parkland, il n'y avait pas seulement de la douleur dans les regards. Il y avait déjà cette question muette. Que s'est-il vraiment passé ? Et c'est peut-être pour ça que cet événement continue de nous obséder. Parce que nous avons l'impression qu'il nous échappe. Comme si la vérité, la vraie, était toujours dissimulée quelque part, dans un rapport oublié, dans une archive classée, ou dans la mémoire de ceux qui ne sont plus là pour témoigner. Quand je pense à Dallas ce jour-là, je ne vois pas seulement la mort d'un président, je vois une Amérique qui bascule dans une ère nouvelle, une ère de suspicion. Après Kennedy, chaque attentat, chaque crise, chaque décision politique allait être scrutée à travers ce prisme. Et si on ne nous disait pas tout ? Voilà pourquoi je commence cette enquête ici, sur ce doute, car pour comprendre l'affaire Kennedy, il faut d'abord comprendre cela. Nous ne parlons pas seulement d'un crime, nous parlons d'un mystère qui a façonné l'imaginaire collectif, qui a changé notre rapport à la vérité et qui continue encore aujourd'hui à nous interroger. Quand on prononce son nom, Lee Harvey Oswald, une image surgit immédiatement, celle d'un jeune homme au visage fermé, escorté par la police, entouré de flashs, de micros et de regards hostiles. Pour beaucoup, il est l'assassin de John F. Kennedy. Pour d'autres, un pion, un mystère, un fantôme commode dans une affaire trop vaste pour être contenu dans un seul dossier. Moi, quand je le regarde, je ne vois ni un génie du crime, ni un monstre froid. Je vois un homme banal, presque effacé, que l'histoire a propulsé au premier plan. Et c'est justement cette banalité qui me trouble. Oswald est né en 1939 à la Nouvelle-Orléans. Son père est mort avant même sa naissance, laissant une mère seule, instable, parfois dure. L'enfance de Lee se déroule dans une atmosphère chaotique, faite de déménagements successifs, d'écoles changées sans cesse, d'un sentiment de solitude grandissant. Très tôt, il se forge un caractère fermé, méfiant, et développe un goût prononcé pour la lecture politique. À 15 ans, il découvre le marxisme. À 17 ans, il s'engage dans les Marines. Là encore, il n'arrive pas à s'intégrer. Ses camarades le trouvent étrange, solitaire, parfois arrogant, mais il y a quelque chose de singulier chez lui. Il apprend le russe, s'intéresse à l'Union soviétique, comme si c'était son véritable pays. En 1959, il saute le pas. Il déserte, quitte les États-Unis et se rend à Moscou. C'est un moment clé. Nous sommes en pleine guerre froide, qu'un jeune marine américain se rende en URSS, qu'il clame vouloir renoncer à sa citoyenneté et offrir ses services à l'ennemi, c'est déjà en soi une histoire incroyable.
Pourtant, les soviétiques l'accueillent avec une prudence glaciale. On ne sait pas quoi faire de lui. Il n'est pas un espion brillant, pas un stratège, juste un jeune homme perdu, obsédé par une idéologie et qui pense trouver une nouvelle vie en Russie. Il s'installe à Minsk, travaille dans une usine de radio, vit dans un petit appartement fourni par l'État. Là, il rencontre Marina, une jeune femme qu'il épouse rapidement. Ensemble, ils ont une fille. On pourrait croire qu'il a enfin trouvé une stabilité, mais cette stabilité ne dure pas. Très vite, il se lasse. L'URSS qu'il avait idéalisé ne lui apporte pas ce qu'il espérait. En 1962, contre toute attente, il revient aux États-Unis avec sa femme et leur enfant. C'est ici que je me pose une question. Comment un tel homme, qui avait publiquement renié son pays, qui avait vécu en URSS en pleine guerre froide, a-t-il pu revenir presque librement ? Comment se fait-il qu'il ait pu se réinstaller, circuler, militer, sans être immédiatement mis à l'écart ou enfermé ? Était-il jugé insignifiant ou surveillé de près, utilisé sans qu'il le sache ? Quoi qu'il en soit, son retour ne le fait pas rentrer dans le rang. Au contraire, en 1963, il est à la Nouvelle-Orléans, distribuant des tracts pro-Castro dans la rue. Il fonde une petite antenne du Fair Play for Cuba Committee. Le groupe est minuscule, presque ridicule dans son influence. Mais il attire l'attention, les journaux locaux s'y intéressent, la police aussi. Et encore une fois, Oswald est là, entre deux mondes. Un Américain qui défend Cuba, l'ennemi juré de Washington. Quand je relis ces morceaux de vie, je n'arrive pas à voir en lui un simple tireur isolé. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais la cohérence étrange de son parcours. Il a l'air d'avoir été placé presque naturellement dans une position où il pouvait devenir le coupable parfait. Le 22 novembre 1963, il est au Texas School Book Depository. Quelques heures plus tard, Kennedy est mort et Oswald est arrêté. Trop simple ? Peut-être. Mais je me force à ne pas conclure trop vite. Ce que je sais, c'est qu'au moment de son arrestation, il nie. Quand on l'amène devant les caméras, il dit ces mots célèbres « I'm just a patsy ». Je ne suis qu'un bouc émissaire. Cette phrase résonne encore aujourd'hui. Était-ce une tentative désespérée pour sauver sa peau ? Ou bien un aveu sincère, celui d'un homme pris dans un engrenage qu'il ne comprenait pas lui-même ? Je ne peux pas trancher, mais ce que je peux dire, c'est que cette déclaration, ajoutée à sa vie étrange, fait d'Oswald une énigme. Après son arrestation, Oswald devient aussitôt le centre de toutes les attentions. À la télévision, dans les journaux, son visage circule partout. Ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point il semble perdu. Pas triomphant, pas fier, pas même effrayé comme on pourrait l'attendre. Plutôt confus, presque décalé, comme un homme qui se retrouve dans une histoire trop grande pour lui. On l'interroge longuement, mais, chose étonnante, aucun enregistrement complet de ces interrogatoires n'a survécu. Pas de bande audio, pas de vidéo, seulement quelques notes éparses, griffonnées par les enquêteurs. Pour un crime de cette ampleur, c'est étrange. Je me suis souvent demandé ce qui avait été dit dans ces heures-là. Qu'a-t-il raconté ? Comment s'est-il défendu ? Est-ce qu'il a avoué quelque chose qu'on a préféré taire ? Ou au contraire, est-ce qu'il a nié jusqu'au bout ? Tout ce qu'il reste, ce sont des fragments, des phrases rapportées, dont celle qui revient sans cesse « I'm just a patsy ». Et puis il y a ce moment unique, presque irréel, qui a bouleversé l'affaire pour toujours, son assassinat. Le 24 novembre 1963, 2 jours seulement après l'attentat, Oswald est transféré de la prison de Dallas vers un autre centre de détention. C'est une opération classique, banale, mais elle se déroule en direct, sous l'œil des caméras du monde entier. Les journalistes sont massés dans le garage. La police encadre le suspect. Oswald avance, menotté, l'air fatigué, et soudain, une silhouette s'avance. Un homme tire à bout portant. Cet homme, c'est Jack Ruby, propriétaire d'un club de nuit, connu des milieux interlopes, avec des liens troubles avec la police, avec la pègre, et devant des millions de téléspectateurs, en un instant, il abat Oswald. Je revois la scène et j'ai encore du mal à y croire. Dans un pays comme les États-Unis, 2 jours après le meurtre du président, le principal suspect est tué devant les caméras, par un homme sorti de nulle part. C'est d'une invraisemblance totale. Et pourtant c'est arrivé. Ce jour-là, en quelques secondes, une vérité s'est figée. Oswald ne parlerait jamais. Il ne s'expliquerait jamais devant un tribunal. On ne connaîtrait jamais directement sa version de l'histoire.
Et d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il est devenu le coupable idéal, parce qu'un mort ne se défend pas. Ce qui est troublant, c'est la réaction des autorités. Ruby est arrêté, bien sûr, mais il explique qu'il a agi par patriotisme, pour épargner à Jackie Kennedy le supplice d'un procès, une justification qui sonne comme une excuse improvisée et qui ne suffit pas à dissiper les doutes. Dans les semaines qui suivent, le rapport Warren commence à se préparer. Oswald est déclaré assassin officiel et le dossier semble clos. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est la manière dont tout s'est enchaîné. D'abord les tirs, ensuite l'arrestation rapide, puis son assassinat en direct, 3 actes, en 3 jours, comme un drame écrit à l'avance. Je ne dis pas que c'était une mise en scène, mais il y a quelque chose dans cette rapidité qui interpelle. Comme si le destin avait voulu que cette affaire ne soit jamais claire. Comme si, au moment même où le monde avait besoin de réponses, on avait choisi de les enterrer avec Oswald. Sa mort a figé son rôle pour toujours, celui de l'homme qui a tué Kennedy, et en même temps, celui dont le silence nourrit toutes les questions. Oswald, dans sa vie comme dans sa mort, reste insaisissable. Était-il vraiment l'homme qui a appuyé sur la gâchette, ou un pion placé au bon endroit au bon moment? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que son histoire est devenue une énigme, et que cette énigme est au cœur du mystère Kennedy. Quand on parle de l'assassinat de Kennedy, il y a un mot qui revient toujours, le rapport Warren, publié en septembre 1964, moins d'1 an après les événements, il est censé représenter la vérité officielle. Pour beaucoup, il clôt le dossier. Pour d'autres, il n'a fait que l'ouvrir. Quand j'ai lu ce rapport pour la première fois, ce qui m'a frappé, c'est son ambition. Près de 1000 pages, des milliers de témoignages, des centaines de preuves. L'objectif était clair, montrer que Lee Harvey Oswald avait agi seul. D'après la commission Warren, voici ce qui s'est passé. Le 22 novembre 1963, à Dallas, Oswald se trouvait au 6e étage du Texas School Book Depository, l'entrepôt de livres scolaires où il travaillait. De cette fenêtre, il a tiré 3 balles avec un fusil à verrou de type Carcano. La première a raté, la deuxième a traversé Kennedy et le gouverneur Connally assis devant lui, et la troisième a mortellement touché le président à la tête. Cette théorie est connue sous le nom de la balle magique. Pourquoi magique? Parce qu'elle aurait suivi une trajectoire improbable, entrant dans le dos de Kennedy, ressortant par sa gorge, puis touchant Connally à plusieurs reprises. Une seule balle qui cause plusieurs blessures. Quand j'ai découvert ça, je me suis arrêté un instant, non pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est surprenant. Et c'est précisément ce genre de détails qui, encore aujourd'hui, continue de nourrir les discussions. Mais revenons au rapport. Après les tirs, Oswald aurait quitté calmement le bâtiment, serait rentré chez lui, puis aurait pris un bus et un taxi. Plus tard, il aurait été aperçu par un policier, J. Detipit, qu'il aurait abattu avant de fuir dans un cinéma où il a finalement été arrêté. Voilà la version officielle, posée, linéaire, presque logique. Je me souviens de ma réaction en découvrant ces conclusions. Tout est clair, précis, cadré, on peut suivre les étapes, comme dans une enquête policière classique, mais en même temps, quelque chose me manquait, parce que derrière cette logique, il y a des trous, des silences, des incertitudes. Par exemple, le fusil. Il a bien été retrouvé dans le dépôt de livres, avec les empreintes d'Oswald. C'est une preuve forte, mais ce fusil, un vieux Carcano italien, n'était pas réputé pour sa précision. Tirer 3 balles en quelques secondes, avec une telle efficacité, relevait presque de l'exploit. Était-ce impossible? Non. Était-ce difficile? Oui, très difficile. Puis il y a les témoins. Certains ont entendu 3 coups de feu, d'autres 4. Certains disent que le son venait de l'arrière, d'autres de l'avant. Quand on lit leurs témoignages, on a l'impression d'un brouillard auditif. Rien de net, rien de parfaitement aligné. Et enfin, il y a la fameuse séquence de Zapruder, ce petit film tremblant qui, plus que tout autre document, nous confronte à la brutalité du moment. On y voit Kennedy sourire, puis se crisper, puis sa tête violemment projetée en arrière. À chaque fois que je regarde ces images, je comprends pourquoi elles continuent d'alimenter les débats, parce que ce que l'œil perçoit n'est pas toujours ce que la logique officielle affirme. Pourtant, malgré tout cela, le rapport Warren conclut fermement. Oswald a agi seul. Pas de complot, pas de deuxième tireur, pas de réseau caché. Un homme, un fusil, 3 balles.
Je ne vais pas dire ici si je crois ou non à cette conclusion. Ce n'est pas mon rôle. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que cette version a marqué les esprits. Elle a offert une explication, elle a donné une cohérence à un drame incompréhensible. Et peut-être était-ce nécessaire à ce moment-là pour un pays en deuil. Mais en lisant ce rapport, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à autre chose. Un rapport peut aligner des preuves, dresser des conclusions, mais il ne peut pas effacer les doutes. Et l'assassinat de Kennedy, plus que tout autre événement, est une histoire de doute. Quand j'ai terminé le rapport Warren, une question m'est venue immédiatement. Et après ? Qu'a pensé l'Amérique ? En 1964, en découvrant ces pages censées clore le dossier. À première vue, beaucoup ont accepté la conclusion. Peut-être parce qu'ils en avaient besoin. Le pays sortait d'un choc terrible, il fallait une explication claire, nette. Oswald avait agi seul. C'était simple, c'était rassurant, c'était une manière de refermer la plaie. Mais très vite, j'ai remarqué qu'une autre réaction s'était installée. Le doute. Et ce doute ne venait pas seulement de marginaux ou de voix isolées. Il venait aussi de citoyens ordinaires, de journalistes, parfois même de responsables politiques. Pourquoi ? Parce que certaines choses semblaient trop fragiles. Il y avait d'abord la fameuse balle magique. Même aujourd'hui, quand je lis les schémas de la commission, je sens à quel point cette trajectoire paraît difficile à accepter. Pas impossible, mais difficile. Et je comprends que ce point précis soit devenu l'un des symboles du scepticisme. Il y avait aussi la rapidité de l'enquête. Moins d'1 an pour produire un rapport aussi massif, c'est impressionnant. Mais certains y ont vu une volonté d'aller vite. Trop vite, comme si l'essentiel était de tourner la page plutôt que de creuser. Et puis, il y avait la mort d'Oswald. Sa disparition a figé l'affaire. Un procès aurait peut-être permis de clarifier certains points, mais sans procès, tout reposait sur une enquête unilatérale, et cette absence de confrontation a laissé un vide. En lisant les réactions de l'époque, j'ai senti que ce vide s'était vite transformé en méfiance. Les sondages montrent qu'au fil des années, de plus en plus d'Américains ont douté de la version officielle. Aujourd'hui encore, la majorité pense qu'il y a eu plus qu'un simple tireur isolé. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement ce scepticisme, c'est ce qu'il révèle, car le rapport Warren n'a pas seulement tenté d'expliquer un crime, il a involontairement ouvert une brèche où s'engouffrent toutes les hypothèses, toutes les théories, toutes les peurs. Je ne dis pas que ces théories sont vraies, ce que je dis, c'est qu'elles sont nées d'un manque, d'un besoin de réponse plus solide, plus convaincante, d'un sentiment que quelque chose avait échappé ou avait été laissé de côté. Pour moi, le rapport Warren est à la fois une prouesse et une limite. Une prouesse parce qu'il a réuni en un temps record une masse énorme d'informations. Une limite parce qu'il n'a pas réussi à éteindre les doutes. Et c'est là, je crois, que se trouve la clé. L'affaire Kennedy n'est pas seulement l'histoire d'un meurtre, c'est aussi l'histoire de la confiance, ou plutôt de la perte de confiance. Le peuple américain, face à ce rapport, a commencé à se dire « Et si on ne nous disait pas tout ?» Je ne prétends pas savoir si c'était le cas, mais ce sentiment, lui, est bien réel. Et il explique pourquoi, 60 ans plus tard, on parle encore de Dallas. Je crois que rien n'explique mieux l'assassinat de Kennedy que les visages de ceux qui l'ont vécu. Pas les rapports, pas les théories, pas même les images des tirs, mais ces regards, filmés ou photographiés dans les minutes et les heures qui ont suivi. Il y a d'abord celui de Jackie. Son tailleur rose taché de sang est devenu l'une des images les plus marquantes du XXe siècle. Quand je vois cette tenue, je n'ai pas besoin de mots. Tout est dit. L'élégance, la dignité, la douleur. Elle reste debout, silencieuse, presque figée, refusant de changer de vêtements après l'attentat, comme si elle voulait que le monde entier voie ce qui avait été fait à son mari. Il y a ensuite Lyndon B. Johnson, propulsé président en quelques heures. La photo de sa prestation de serment à bord d'Air Force One, entouré d'un équipage bouleversé, avec Jackie encore couverte de sang à ses côtés, me hante. C'est une image brutale. Le pouvoir doit continuer, même dans l'horreur, même dans le chaos. Et puis il y a le peuple américain. Les enregistrements d'époque montrent des familles entières en larmes devant leur téléviseur, des présentateurs qui peinent à garder leur voix stable. Walter Cronkite, annonçant officiellement la mort de Kennedy, retire ses lunettes, ferme les yeux un instant. On sent que même ceux qui ont l'habitude de parler de tragédie ne trouvent plus leurs mots. En dehors des États-Unis aussi, le choc est immédiat. À Londres, à Paris, à Tokyo, les journaux s'arrachent pour imprimer des éditions spéciales.
À Moscou, même l'ennemi soviétique exprime une forme de stupeur. Parce que Kennedy n'était pas seulement un président américain, il représentait une certaine idée de l'avenir. Quand je revois ces images, je comprends pourquoi on a parlé de « fin d'une innocence ». Le monde avait déjà connu des guerres, des crises, des attentats. Mais voir un chef d'État moderne abattu en plein jour, filmé, photographié, c'était différent. C'était le symbole même de la fragilité d'un système qu'on croyait solide. Et dans tout cela, il y a un autre silence qui m'interpelle. Celui des enfants de Kennedy, Caroline et John John. Leurs visages, lors des funérailles, sont gravés dans la mémoire collective. John John, âgé de 3 ans, saluant le cercueil de son père, reste une image que je ne peux pas oublier. Un enfant qui ne comprend pas encore l'ampleur de ce qui se joue, mais qui incarne à lui seul la douleur de tout un pays. Je crois que c'est dans ces moments, plus encore que dans les rapports officiels, qu'on saisit la dimension de l'événement. L'assassinat de Kennedy n'est pas seulement une énigme ou un crime politique, c'est une tragédie humaine, et cette tragédie, le monde entier l'a vécue comme un choc personnel. Si je devais choisir une image pour résumer les jours qui ont suivi, ce serait celle des funérailles nationales. Washington, noyé sous une marée humaine. Des centaines de milliers de personnes alignées le long du cortège. Des visages fermés, des larmes contenues, des familles venues parfois de très loin, juste pour voir passer un cercueil recouvert du drapeau américain. J'ai toujours trouvé ces images puissantes. Elles montrent qu'au-delà de la politique, Kennedy représentait quelque chose de plus vaste. Il n'était pas seulement un président, il était devenu une figure presque familiale. Sa jeunesse, son sourire, sa femme élégante, ses enfants, tout cela formait une image dans laquelle beaucoup d'Américains s'étaient reconnus. Et sa mort, brutale, publique, a brisé cette image. À la télévision, les funérailles furent suivies par des millions de spectateurs. Les caméras montraient chaque détail, les chevaux noirs, les roulements de tambour, le pas lent des soldats. Mais le moment qui reste gravé dans ma mémoire, c'est ce petit geste. John John, 3 ans, levant la main pour saluer le cercueil de son père. Un instant bref, mais qui a traversé le temps. On ne pouvait pas inventer une image plus symbolique, l'innocence d'un enfant confronté à la brutalité du destin. En voyant cela, je comprends mieux pourquoi Kennedy est devenu un mythe. Sa mort a figé son image. Il n'a pas eu le temps de décevoir, de s'user dans le pouvoir, de vieillir. Il est resté pour toujours ce président jeune, souriant, porteur d'espoir. Le contraste avec sa fin violente a transformé sa vie en légende. Et cette légende, Lyndon B. Johnson a dû l'assumer immédiatement. En quelques heures, il est passé du rôle de vice-président à celui d'homme le plus puissant du monde. Sa prestation de serment dans Air Force One, avec Jackie à ses côtés, était déjà lourde de symboles. Mais ce qui m'impressionne, c'est la rapidité avec laquelle il a dû endosser le poids de l'histoire. Alors que le pays pleurait encore, il devait rassurer, gouverner, tenir debout. Les journaux étrangers, eux aussi, ont contribué à construire cette légende. En France, on parlait de l'innocence assassinée. En Angleterre, de l'ami perdu de l'Europe. Même en URSS, où Kennedy avait été un adversaire, certains articles évoquaient un homme avec lequel il aurait été possible de bâtir la paix. Je réalise que ce deuil collectif a été aussi un moment d'unité. Pendant quelques jours, les Américains ont mis de côté leurs divisions. Les foules se rassemblaient dans les églises, dans les rues, devant les monuments. On récitait des prières, on allumait des bougies, comme si tout un pays cherchait à retrouver un sens après l'incompréhensible. Mais ce deuil a aussi eu un effet politique durable. L'assassinat a marqué la fin d'une époque d'optimisme et d'ouverture. Les années suivantes allaient être celles de la guerre du Vietnam, des révoltes, des fractures raciales et sociales. En un sens, la mort de Kennedy a ouvert une décennie d'instabilité. En regardant en arrière, je comprends que l'assassinat de Kennedy n'est pas seulement une affaire criminelle. C'est un moment fondateur, une coupure dans l'histoire américaine. Il y a un avant Dallas et un après Dallas. Avant, l'Amérique voulait croire en un avenir radieux. Après, elle a découvert la fragilité de ses rêves. Lorsque l'on observe l'Amérique des années qui ont suivi l'assassinat de Kennedy, on comprend à quel point sa mémoire a été façonnée par une volonté collective, celle de transformer la tragédie en héritage. Dès les premiers instants après Dallas, le pays n'a pas seulement pleuré un président, il a commencé à construire une image, une figure, presque une légende. Et cette légende a été en grande partie soutenue et entretenue par les institutions américaines,
consciente que l'avenir du pays dépendait aussi de la manière dont cette mort allait être comprise. Je me rappelle avoir regardé les images des funérailles nationales. Le contraste était saisissant, la douleur immense de la famille et des citoyens, et en même temps la mise en scène solennelle d'un État qui voulait montrer que malgré le drame, il restait debout. Les chevaux noirs, le cercueil recouvert du drapeau, les roulements de tambours, tout cela n'était pas seulement un hommage, c'était un message. Un message adressé aux Américains, mais aussi au reste du monde. La démocratie américaine avait perdu son président, mais elle n'avait pas perdu sa force. Dans les jours qui ont suivi, le Congrès a multiplié les hommages. Les journaux de toute tendance ont souligné la jeunesse et l'élan qu'incarnait Kennedy. Les institutions ont choisi de retenir ce qu'il représentait. La promesse d'un renouveau, la vitalité, l'espoir d'une Amérique moderne. Et ce choix n'était pas anodin, car en faisant de Kennedy un symbole positif, on évitait que sa mort ne se transforme en fracture insurmontable. C'est dans ce contexte qu'est née l'expression qui allait marquer durablement l'imaginaire collectif, Camelot. Le journaliste Theodore White, dans un article publié peu après la mort de Kennedy, reprenait ce terme inspiré de la comédie musicale favorite de Jackie. Camelot, c'était l'idée d'un règne noble, lumineux, interrompu trop tôt. Et l'Amérique, en adoptant cette image, a trouvé une manière de donner un sens au drame. Kennedy n'était pas seulement un président assassiné, il devenait un roi moderne, tombé au sommet de sa gloire. Je comprends pourquoi cette métaphore a trouvé un tel écho. Dans une période de deuil, on a besoin de récits. On a besoin de symboles pour donner une direction au chagrin. Et Camelot offrait exactement cela. Une vision héroïque, idéalisée, qui permettait de pleurer Kennedy tout en magnifiant ce qu'il avait incarné. Les institutions américaines, loin de décourager cette vision, l'ont entretenue. Les bibliothèques Kennedy, les fondations créées en son nom, les monuments érigés dans tout le pays, tout cela a participé à inscrire dans la mémoire nationale l'image d'un président jeune, brillant, tourné vers l'avenir. Le contraste avec sa mort brutale renforçait encore cette impression. Je me suis penché sur les discours prononcés à l'époque. Lyndon B. Johnson, dans les jours qui ont suivi, a insisté sur la continuité. Il a rappelé que Kennedy avait semé des graines, que son action ne serait pas perdue et que l'Amérique devait poursuivre dans la même direction. En disant cela, il ne cherchait pas seulement à se légitimer comme nouveau président, il plaçait Kennedy dans une dimension intemporelle, celle d'un homme dont les idées survivent à sa disparition. Dans les écoles, dans les manuels, l'image de Kennedy s'est rapidement figée. On l'a présenté comme l'homme de la nouvelle frontière, celui qui avait lancé le défi spatial, celui qui avait appelé à servir son pays, celui qui avait incarné une Amérique confiante et généreuse. Même ses adversaires politiques ont choisi de saluer son charisme et son inspiration, parce que dans ce contexte de choc national, critiquer Kennedy aurait semblé déplacé. Ce que je trouve remarquable, c'est la manière dont cette mémoire officielle a aussi servi à rassembler un pays divisé. Les années 1960 étaient déjà marquées par des tensions profondes, lutte pour les droits civiques, rivalité internationale, menace de guerre nucléaire. La mort de Kennedy aurait pu accentuer ces fractures. Mais en faisant un mythe, en unissant les Américains autour de son souvenir, les institutions ont réussi à transformer une tragédie en ciment national. Et ce mythe n'a pas seulement été utile aux États-Unis. Sur la scène internationale aussi, il a renforcé l'image d'une Amérique capable de résilience. À Paris, à Londres, à Tokyo, on parlait de Kennedy comme d'un martyr de la démocratie. Même en URSS, les réactions officielles étaient teintées de respect. La figure de Kennedy dépassait les frontières. Il était devenu, malgré lui, un symbole universel. Ce que je retiens, en relisant tous ces témoignages et en revoyant ces images, c'est que l'héritage de Kennedy n'a pas été laissé au hasard. Il a été construit, nourri, façonné, non pas de manière artificielle, mais comme une réponse nécessaire à une tragédie. L'Amérique avait perdu un président, mais elle avait besoin de croire qu'elle avait gagné un modèle. Camelot, les funérailles, les discours, les monuments, tout cela compose un récit qui, encore aujourd'hui, continue d'inspirer. Quand on parle de Kennedy, ce n'est pas seulement à l'homme qu'on pense, mais à ce qu'il représentait. Et c'est précisément cela qui fait de son assassinat un événement unique. Non seulement un drame, mais le point de départ d'un mythe fondateur.
L'héritage de John F. Kennedy ne s'est pas arrêté à son enterrement, ni même aux premières commémorations. Ce qui est frappant, c'est la manière dont son souvenir a continué d'imprégner la vie américaine, année après année, comme une référence permanente. Dès le mandat de Lyndon B. Johnson, on retrouve cette continuité. Johnson, devenu président dans la douleur, a choisi de porter plusieurs projets initiés par Kennedy afin de montrer que sa mort n'avait pas interrompu l'élan de son administration. La loi sur les droits civiques, votée en 1964, en est un exemple marquant. Et Kennedy l'avait défendu, Johnson l'a concrétisé. De cette manière, le nouveau président liait son action à la mémoire de son prédécesseur. De même, le programme spatial, lancé sous Kennedy, avec la promesse d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, est devenu un objectif national incontournable. En 1969, lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, c'est au discours de Kennedy que beaucoup ont pensé. Même absent, il était présent dans cet accomplissement. Les présidents suivants n'ont jamais cessé de se référer à lui. Jimmy Carter parlait de la nouvelle frontière comme d'un modèle. Ronald Reagan évoquait Kennedy pour rappeler l'importance de l'optimisme américain. Barack Obama, dans ses discours, a plusieurs fois repris l'idée d'un pays capable de relever les plus grands défis. Kennedy était devenu une référence transpartisane. Chacun pouvait trouver dans ses paroles et dans son image quelque chose à reprendre. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est la manière dont Kennedy est resté vivant dans la culture populaire. Des films, des romans, des chansons, des documentaires. Tous ont contribué à entretenir sa mémoire. On le retrouvait dans des affiches, dans des portraits accrochés, dans des salles de classe, dans des couvertures de magazines. Son visage, figé dans la jeunesse, devenait un symbole intemporel. Au-delà des frontières, Kennedy est aussi resté une figure universelle. Dans de nombreux pays, son nom évoque l'Amérique au sommet de sa puissance et de son influence. À Berlin, son discours proclamant « Ich bin ein Berliner » est encore cité aujourd'hui comme un moment clé de la guerre froide. Pour l'Europe, pour l'Asie, pour une grande partie du monde, Kennedy représentait l'Amérique dans ce qu'elle avait de plus dynamique. Ce que je remarque en suivant ce fil, c'est que Kennedy n'a pas seulement été transformé en mythe par son pays. Il a été adopté comme un modèle par la scène internationale. Sa mort brutale a amplifié son aura, mais c'est sa jeunesse, son énergie, sa vision qui l'ont maintenu vivant dans les mémoires. Avec le temps, les commémorations officielles sont devenues un rituel. Chaque décennie, les institutions américaines organisent des cérémonies, rappellent son héritage, soulignent sa contribution. Ces moments ne sont pas seulement des hommages, ils rappellent à chaque génération que Kennedy fait partie du patrimoine national. Et cet héritage, je le vois encore aujourd'hui dans les musées qui lui sont consacrés, dans les écoles qui portent son nom, dans les discours des responsables politiques. Kennedy est devenu un repère, un point fixe auquel l'Amérique revient quand elle cherche à se souvenir de ce qu'elle veut incarner. Ainsi, l'histoire de Kennedy dépasse largement son assassinat. Elle s'est inscrite dans la durée, dans la mémoire, dans la culture, dans la politique. Il n'est pas seulement resté le président tombé à Dallas, il est devenu une idée, une aspiration, un symbole de ce que l'Amérique croit être quand elle se tourne vers son avenir. Lorsque Kennedy disparaît, les États-Unis ne perdent pas seulement un président, ils perdent aussi une voix dans l'un des contextes les plus tendus de leur histoire, la guerre froide. Son assassinat, en novembre 1963, laisse derrière lui des dossiers brûlants. Cuba, le Vietnam, l'équilibre nucléaire avec l'Union soviétique, tout reste à faire. Et c'est Lyndon B. Johnson qui hérite de ce fardeau. Je repense souvent au discours de Kennedy à l'American University, en juin 1963. Ce jour-là, il avait parlé de paix, de désarmement, de dialogue avec Moscou. Ces mots résonnaient comme une tentative d'apaisement, après la crise des missiles de Cuba. En l'écoutant, on comprenait que Kennedy voulait ouvrir une nouvelle ère, plus stable, moins dominée par la peur de l'apocalypse nucléaire. Mais Dallas a interrompu cet élan. Johnson, devenu président, devait avant tout rassurer. Il a continué la politique de fermeté vis-à-vis de l'URSS, mais il n'avait pas le même style ni la même image. Là
où Kennedy incarnait la jeunesse et le charisme, Johnson représentait l'expérience et la continuité. Ce contraste a changé la perception de l'Amérique à l'étranger. En Europe, Kennedy avait suscité un enthousiasme rare, notamment lors de son fameux discours à Berlin, Ich bin ein Berliner. Après sa mort, les Européens ont continué d'admirer l'Amérique, mais avec une pointe de nostalgie. C'était comme si l'icône avait disparu, remplacée par un dirigeant plus pragmatique. Sur le plan militaire, la guerre froide ne s'est pas calmée. Au contraire, le Vietnam est devenu le nouveau champ de bataille. Johnson, en assumant progressivement une escalade militaire, a engagé les États-Unis dans un conflit long et coûteux. Là encore, l'ombre de Kennedy planait. Certains se demandaient s'il aurait fait les mêmes choix. Dans les archives, on trouve de nombreux discours de Johnson affirmant la nécessité de défendre la liberté partout dans le monde. C'était la logique de l'époque. Contenir le communisme, ne jamais céder. Mais pour beaucoup, la transition entre Kennedy et Johnson marquait une inflexion. Kennedy avait parlé de paix, Johnson parlait de guerre nécessaire. Pendant ce temps, l'Union soviétique renforçait sa position. Khrouchtchev avait été affaibli par la crise de Cuba, mais l'URSS restait une superpuissance. Les courses à l'armement et à l'espace continuaient. Dans ce contexte, l'absence de Kennedy se faisait sentir. Il avait été perçu comme un interlocuteur, capable de combiner fermeté et dialogue. Sa disparition laissait la place à une confrontation plus brutale, moins nuancée. Mais il ne faut pas oublier que, même après sa mort, l'image de Kennedy restait une arme politique. Les discours américains citaient son héritage, ses promesses, ses initiatives, comme pour légitimer les nouvelles décisions. On parlait encore de son engagement pour la liberté, de son défi spatial, de ses idéaux. Ainsi, même absent, Kennedy restait présent dans la guerre froide. Et c'est sans doute là l'une des ironies de l'histoire. Un président tombé trop tôt continuait de peser sur les choix de ses successeurs. Chaque décision semblait se mesurer à ce qu'il aurait fait, à ce qu'il aurait dit. Mais la guerre froide n'a pas seulement été marquée par des discours et des doctrines, elle a aussi été marquée par des drames, des pertes humaines, des moments où la tension est devenue insoutenable. Et dès la fin des années 1960, un nouvel événement tragique allait rappeler à l'Amérique que la violence n'épargnait personne, même pas ses figures politiques les plus charismatiques. En 1968, l'Amérique est de nouveau secouée par la violence politique. 5 ans après Dallas, alors que la mémoire de John F. Kennedy est encore vive, un autre membre de la famille est frappé, Robert F. Kennedy, frère cadet du président assassiné. Robert, qu'on appelait souvent Bobby, avait occupé un rôle central durant la présidence de son frère. Ministre de la Justice, il avait été l'un de ses plus proches conseillers. Après la mort de John, beaucoup voyaient en lui l'héritier naturel, celui qui pouvait porter la flamme Kennedy et offrir une nouvelle chance à ce que certains avaient appelé le rêve interrompu. En 1968, il se lance dans la course à la Maison-Blanche. Ses discours attirent les foules. Sa campagne met en avant la réconciliation dans une Amérique fracturée par la guerre du Vietnam et les tensions raciales. On le voit au contact direct des citoyens, serrant des mains, parlant avec une énergie qui rappelle celle de son frère. Beaucoup croient à un retour de l'esprit de 1960. Mais le 5 juin 1968, à Los Angeles, tout bascule. Après avoir remporté les primaires démocrates de Californie, Robert Kennedy prononce un discours de victoire à l'Hôtel Ambassador. Dans les cuisines de l'établissement, alors qu'il salue ses partisans, il est abattu à bout portant par un homme armé. En quelques instants, un nouvel espoir s'effondre sous les balles. Je revois les images de cette nuit. La foule paniquée, les cris, les caméras qui peinent à comprendre ce qui se passe. Kennedy est étendu sur le sol, entouré de ses partisans, son regard perdu. Le lendemain, il succombe à ses blessures. L'annonce de sa mort plonge le pays dans la stupeur. Comme en 1963, les chaînes de télévision interrompent leur programme. Des millions d'Américains apprennent en direct qu'un autre Kennedy a été frappé. Et cette fois encore, ce n'est pas seulement une famille qui est touchée, c'est une nation entière. Les institutions réagissent rapidement. Le Congrès, le président Johnson, les gouverneurs, tous expriment leur tristesse et leur indignation. Les funérailles de Robert Kennedy rassemblent une foule immense, rappelant celle de John 5 ans plus tôt. On retrouve la même solennité, la même impression d'un destin brisé trop tôt. Ce deuxième assassinat, dans un laps de temps si court, marque profondément l'Amérique.
Les années 1960 deviennent une décennie de deuil successifs. John F. Kennedy en 1963, Martin Luther King en avril 1968, Robert Kennedy en juin de la même année. Pour beaucoup, cela donne le sentiment d'un pays attaqué de l'intérieur, où la violence politique frappe sans relâche. Mais au-delà du choc, la mort de Robert Kennedy symbolise aussi la fin d'une possibilité, celle d'une dynastie Kennedy à la Maison-Blanche. Les institutions américaines, en lui rendant hommage, soulignent la continuité de son engagement pour les droits civiques et contre la pauvreté. Ses discours restent cités comme des appels à l'unité et à la justice, mais sa disparition met fin à une perspective. Ce qui m'impressionne, en revoyant les réactions de l'époque, c'est la gravité avec laquelle les dirigeants américains ont parlé de lui. Johnson, en particulier, insiste sur l'importance de poursuivre les réformes sociales, comme si, encore une fois, la mort d'un Kennedy devait servir de catalyseur pour avancer. À l'étranger, la stupeur est la même. Les journaux européens parlent d'une malédiction. Les commentateurs soviétiques, tout en critiquant l'Amérique, reconnaissent que Robert Kennedy représentait une figure d'espoir. La famille Kennedy, malgré les drames, devient un symbole universel. Et pour les Américains, ce nouvel assassinat confirme une chose. L'ère ouverte par John F. Kennedy n'est pas seulement marquée par l'espoir, mais aussi par la fragilité. Chaque fois qu'un Kennedy s'avance, il semble frapper. Cette impression, même si elle ne repose pas sur une explication rationnelle, nourrit une tristesse profonde. En refermant ce chapitre de 1968, je comprends pourquoi les institutions américaines ont tant insisté sur la mémoire collective. Face à la violence, elles ont choisi de mettre en avant la continuité, la résilience. Mais pour les citoyens, la douleur était immense, car après John, après Martin Luther King, après Robert, l'Amérique semblait perdre une partie de son idéal. C'est sur ce constat que se referme la décennie des années 1960. Une Amérique à la fois puissante et blessée, admirée et secouée, résiliente mais marquée par une succession de drames. Le 22 novembre 1963, lorsque les balles de Dallas font tomber Kennedy, l'Amérique pleure un président, mais elle hérite aussi de ses dossiers ouverts. Parmi eux, un dossier brûlant, encore en arrière-plan, mais déjà lourd de conséquences. Le Vietnam. Ce pays d'Asie du Sud-Est, divisé entre Nord communiste et Sud, soutenu par les États-Unis, allait devenir le théâtre d'un drame qui hanterait l'Amérique pendant des décennies. Kennedy avait renforcé la présence américaine, mais c'est Lyndon B. Johnson qui allait transformer cet engagement en guerre totale. Je me souviens de la manière dont Johnson avait présenté la situation au peuple américain. Pour lui, il s'agissait de défendre la liberté, de contenir le communisme, de respecter la promesse faite aux Alliés. Dans le contexte de la guerre froide, chaque avancée communiste était perçue comme une menace directe pour l'équilibre mondial. Mais sur le terrain, la réalité était tout autre. Le Vietnam n'était pas seulement une ligne sur une carte ou une idéologie, c'était une jungle dense, des villages isolés, une population déchirée entre deux camps. Les soldats américains, envoyés par milliers, entrèrent dans un univers qu'ils ne comprenaient pas. Dès 1965, les troupes américaines commencent à se déployer massivement. Le nombre de soldats grimpe, passant de quelques milliers de conseillers militaires à plus de 500 000 hommes à la fin de la décennie. Les images de ces jeunes hommes arrivant en masse dans les ports du Sud-Vietnam, casque sur la tête, fusil en bandoulière, marquent l'opinion publique. Et très vite, les premières scènes tragiques apparaissent. Des embuscades, des attaques surprises, des villages en flammes. La jungle devient un ennemi invisible. Les Viet Cong, insaisissables, frappent, puis disparaissent. Les pertes américaines s'accumulent. Les familles reçoivent des télégrammes, des cercueils recouverts du drapeau. Chaque semaine, la liste des morts s'allonge. Les médias jouent un rôle central. Pour la première fois, la guerre entre dans les salons américains. Les journaux télévisés montrent des images crues, des combats, des blessés, des civils fuyant les bombardements. Le contraste est saisissant. Les discours officiels parlent de progrès, de victoire, tandis que les écrans montrent la souffrance et le chaos. Je revois ces images et je comprends pourquoi elles ont marqué l'histoire. Un hélicoptère survolant une rizière, des soldats pataugeant dans la boue, les visages jeunes et épuisés d'hommes, loin de chez eux. La guerre du Vietnam devient le premier conflit où l'Amérique voit, presque en direct, la réalité de ce qu'elle vit.
Au sein du pays, le climat change. D'abord, beaucoup soutiennent l'effort de guerre. L'idée de protéger la liberté reste forte. Mais à mesure que les pertes augmentent, que les bombardements s'intensifient, que la victoire paraît s'éloigner, la colère monte. Les manifestations apparaissent, d'abord timides, puis massives. Les universités deviennent des foyers de contestation. Les slogans contre la guerre se répandent. Mais pour les institutions, il est difficile de reculer. Johnson, convaincu que céder au Vietnam signifierait trahir les idéaux de Kennedy et affaiblir l'Amérique face à Moscou et Pékin, continue. Les discours officiels insistent. Il faut tenir, il faut gagner, il faut aller jusqu'au bout. Pourtant, la guerre s'enlise. Chaque victoire militaire semble se transformer en défaite politique. Les offensives américaines détruisent des villages, provoquent des déplacements massifs de civils. Le Sud-Vietnam, que Washington veut défendre, reste fragile, miné par la corruption et les divisions. Puis survient un tournant, l'offensive du Tet, en 1968. En plein nouvel an vietnamien, des milliers de combattants du Viet Cong et de l'armée du Nord attaquent simultanément des dizaines de villes. Sur le plan militaire, les États-Unis finissent par reprendre le dessus, mais sur le plan psychologique, c'est un choc. Les images d'ennemis envahissant même l'ambassade américaine à Saigon passent en boucle. L'idée que la guerre est gagnable s'effondre. Je pense à ce moment comme à un basculement, non pas parce que les institutions ont cessé d'affirmer la nécessité du combat, mais parce que l'opinion publique, elle, commence à se détacher. Les discours présidentiels ne suffisent plus à apaiser les doutes. Les Américains voient les images, comptent les morts et se demandent pourquoi. Johnson, usé, finit par annoncer qu'il ne se représentera pas à la présidence. Ce geste, spectaculaire, montre à quel point le Vietnam a bouleversé le pays. La guerre, commencée au nom de la liberté, est devenue une plaie ouverte dans la société américaine. Et derrière tout cela, une impression reste, celle d'un héritage, parce que chaque fois que le nom de Kennedy est prononcé, on rappelle aussi que c'est lui qui avait lancé l'engagement initial. Johnson a élargi la guerre, mais Kennedy l'avait amorcée. Ce lien, même si les institutions le présentent comme une continuité logique, ajoute une dimension tragique. Le rêve brisé de 1963 a trouvé son prolongement dans la boue du Vietnam. Si la guerre du Vietnam a marqué l'Amérique, ce n'est pas seulement par son coût humain et financier, c'est aussi parce qu'elle a plongé tout un pays dans une tension permanente, comme une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Chaque soir, les Américains allumaient sur leur télévision et voyaient défiler des images qui ressemblaient à un film, mais un film sans héros, sans victoire, seulement des visages fatigués et des paysages dévastés. Les reporters suivaient les soldats jusque dans les rizières, jusque dans la jungle. Le bruit des hélicoptères, les explosions lointaines, les cris, tout cela arrivait directement dans les salons américains. Et plus la guerre avançait, plus les chiffres devenaient implacables. Des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, des familles qui recevaient un télégramme puis un cercueil recouvert d'un drapeau. Chaque convoi funéraire devenait une tragédie intime, mais répétée à l'échelle nationale. Je me souviens de ces récits de soldats, lus dans les archives officielles. Ils parlèrent de la peur constante, des embuscades invisibles, de la jungle où chaque bruit pouvait annoncer la mort. Ils racontaient la difficulté de distinguer l'ami de l'ennemi, la suspicion permanente. Ces témoignages, diffusés parfois dans la presse, renforçaient l'impression d'une guerre sans fin. À mesure que les pertes s'accumulaient, les institutions devaient redoubler d'efforts pour maintenir le moral. Les discours insistaient, il s'agissait de défendre la liberté, d'empêcher la progression du communisme. La logique de la guerre froide restait le cadre officiel. Mais sur le terrain, les images montraient autre chose. Des villages en ruine, des civils fuyant sous les bombes, des enfants hagards au milieu des flammes. Ces images ont marqué l'opinion mondiale. La photographie d'une petite fille courant nue sur une route après une attaque au napalm, ou encore celle d'un soldat pointant son arme sur un prisonnier Viet Cong à Saigon. Ce sont des clichés qui, aujourd'hui encore, incarnent la violence de cette guerre. Et pourtant, à l'époque, ces photos faisaient partie de la couverture médiatique officielle. Elles témoignaient d'une réalité que personne ne pouvait ignorer. À l'intérieur du pays, la contestation prenait de l'ampleur. Les universités se transformaient en foyers de protestation, les manifestations se multipliaient, parfois réprimées dans la violence. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré ces divisions, les institutions continuaient à tenir un discours d'unité. Les présidents successifs
affirmait qu'il s'agissait d'un combat nécessaire, qu'il fallait rester fidèle aux engagements pris. Le point culminant de cette tension arrive en 1968 avec l'offensive du Tet. Pendant quelques jours, le Vietnam du Sud est secoué par des attaques coordonnées du Viet Cong et de l'armée du Nord. Militairement, les États-Unis parviennent à repousser l'assaut, mais psychologiquement, c'est un séisme. L'idée d'une victoire rapide s'effondre. Les Américains découvrent que même avec une puissance militaire écrasante, la guerre reste insaisissable. Dans les rues de Washington, les manifestations atteignent des proportions inédites. Des centaines de milliers de personnes réclament la fin du conflit. Les pancartes, les slogans, les chants, tout cela contraste violemment avec les discours présidentiels. L'Amérique est désormais divisée entre ceux qui soutiennent l'effort de guerre et ceux qui le rejettent. Pour Johnson, c'est un moment décisif. Usé par les critiques, miné par la pression, il prend une décision spectaculaire. En mars 1968, il annonce qu'il ne se représentera pas à l'élection présidentielle. Une phrase simple mais qui résonne comme un aveu, le Vietnam a brisé son mandat. Cet instant est à mes yeux l'un des plus forts de l'histoire américaine contemporaine, parce qu'il montre que même le président des États-Unis, chef de la plus grande puissance mondiale, peut être renversé non par un coup d'État, mais par le poids d'une guerre. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car le Vietnam continue, encore et encore. Les morts s'accumulent, les négociations traînent, la méfiance grandit. Chaque mois apporte son lot de tragédies. Chaque bulletin officiel rappelle la gravité de la situation. Ce que je retiens, en revoyant tout cela, c'est l'intensité dramatique de ces années. L'Amérique vit avec la guerre comme avec une ombre permanente. Dans les foyers, dans les rues, dans les discours, partout le Vietnam est présent. C'est un drame national qui engloutit tout, jusqu'à l'image même de la présidence. La fin des années 1960 ressemble à une tempête qui n'en finit pas. Après Dallas, après le Vietnam, les États-Unis espéraient retrouver une stabilité. Mais au contraire, les drames s'enchaînent. C'est une période où l'histoire semble avancer à coups de tonnerre, chaque mois apportant son lot de tragédies. Le 4 avril 1968, un choc retentit. Martin Luther King est assassiné à Memphis. Le pasteur, prix Nobel de la paix, leader du mouvement pour les droits civiques, est abattu alors qu'il se tient sur le balcon de son hôtel. La nouvelle se répand en quelques minutes à travers tout le pays. Je me souviens de la voix tremblante de Walter Cronkite, encore une fois à l'antenne, annonçant la mort de King, 5 ans après avoir annoncé celle de Kennedy. C'était comme un écho sinistre, comme si l'Amérique revivait sans cesse le même cauchemar. Les réactions sont immédiates. Dans des dizaines de villes, des émeutes éclatent. Le pays brûle, littéralement. Les images des quartiers en flammes, des affrontements dans les rues, des gardes nationaux déployés en urgence montrent un pays au bord de la rupture. Les institutions appellent au calme, mais la colère est immense. Ce meurtre n'est pas seulement la perte d'un homme, c'est la perte d'une voix, d'une espérance. Pour les communautés noires, c'est un traumatisme supplémentaire, après des années de lutte et de répression. Pour l'ensemble du pays, c'est une plaie qui s'ajoute aux autres. Okay, TAC 10 advising King has been shot, 604. TAC 11, you want us to pull down? Check TAC 11, pull down. Okay, TAC 11. In the area? A signal Q. King has been shot. All TAC units on the call, you are to form a ring around the Lorraine Hotel. You're to form a ring around the Lorraine Hotel. No one is to enter or leave. Back in, we have information that the shot came from a brick building directly east across, west from the Lorraine. Okay, TAC 10 has information. The shot was fired from a brick building directly across from the Lorraine on the east side, directly across from the Lorraine on the east side from a brick building, 606. All units, that's all units, 150 advising all TAC units to seal this area off completely. Gray overcast day here in Memphis as thousands of the city's Negroes gather to march in the interrupted sanitation men's demonstration. Leading the procession, the widow of the late Dr. Martin Luther King and her 3 children, the Reverend Ralph Abernathy, Dr. King's successor, Harry Belafonte, United Auto Workers President Walter Reuther, and other union leaders.
The number of marchers, previously estimated between 8 to 15,000 by various sources, may be closer to 30 or 40,000. Local police have devised the tightest security measures ever imposed on the city. Off they step now, black and white, out here today because the leader had a dream they intend to make real. 2 mois plus tard, le 5 juin, un autre coup frappe. Robert F. Kennedy est assassiné à Los Angeles. En pleine campagne présidentielle, juste après une victoire dans les primaires de Californie, il est abattu dans les cuisines de l'hôtel Ambassador. Comme son frère en 1963, comme Martin Luther King quelques semaines plus tôt, il tombe sous les balles. Ces 2 assassinats si rapprochés donnent l'impression que la violence politique est devenue incontrôlable. Le pays vit au rythme des enterrements nationaux. Les funérailles de Martin Luther King rassemblent des foules immenses. Celles de Robert Kennedy rappellent dans leur solennité celles de John. Les Américains, une nouvelle fois, défilent en silence, déposent des fleurs, allument des bougies. Dans les institutions, la réaction est claire. Il faut montrer que la démocratie tient, malgré les coups. Le président Johnson prononce des discours graves, appelant à l'unité, à la résilience. Le Congrès rend hommage aux disparus. Mais derrière les cérémonies officielles, une peur grandit. Et si l'Amérique était en train de se déchirer ? Car au même moment, la guerre du Vietnam continue. Les manifestations contre le conflit se multiplient. En août 1968, la Convention démocrate de Chicago devient le théâtre d'affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Les images de jeunes frappés, gazés, arrêtés en direct à la télévision choquent le pays. L'impression générale est celle d'un pays au bord de l'explosion. Sur un plan institutionnel, pourtant, les États-Unis tiennent bon. Les élections ont lieu. Richard Nixon est élu président en novembre 1968. Mais même lui, dans son discours de victoire, reconnaît qu'il hérite d'un pays divisé et blessé. Ce contraste est saisissant. D'un côté, des institutions solides, capables d'assurer la continuité démocratique. De l'autre, une société traversée par la violence, le doute, la colère. Quand je regarde cette année 1968, je comprends pourquoi les historiens parlent d'une année charnière. C'est une année où tout semble s'effondrer, mais où l'Amérique prouve aussi sa capacité de résilience. Les assassinats de King et de Robert Kennedy, la guerre du Vietnam, les manifestations massives, tout cela aurait pu briser le pays. Mais au contraire, cela a renforcé l'idée que, malgré les tragédies, la démocratie américaine devait continuer à avancer. Et c'est précisément cette tension qui rend ce récit si captivant. Parce qu'en 1968, l'Amérique est à la fois au bord du chaos et debout. Elle pleure ses héros tombés, mais elle continue d'organiser ses élections, de faire vivre ses institutions, de projeter sa puissance dans le monde. La fin des années 1960 est un paradoxe. Une Amérique blessée, mais une Amérique vivante. Et ce paradoxe prépare la suite. Les années Nixon, le retrait du Vietnam, le Watergate. Mais avant tout, il laisse une question suspendue, presque dramatique. Combien de coups un pays peut-il encaisser avant de se briser ? En novembre 1968, malgré les drames qui ont secoué le pays, l'Amérique organise ses élections. C'est Richard Nixon qui l'emporte, promettant de restaurer l'ordre et de ramener la paix. La scène est solennelle. Un président nouveau, prêt à relever un pays fracturé. Mais derrière les discours, la réalité reste brutale. La guerre du Vietnam continue. Les troupes américaines sont toujours présentes. Les pertes se comptent par milliers. Nixon annonce une stratégie de vietnamisation, former et équiper l'armée sud-vietnamienne pour qu'elle prenne le relais. Officiellement, c'est la promesse d'un retrait progressif des troupes américaines. Mais dans les faits, la guerre ne faiblit pas. Je pense souvent à ce paradoxe. D'un côté, la promesse de la paix. De l'autre, les images de bombardements massifs, d'hélicoptères transportant des blessés, de villages détruits. Comment un peuple peut-il concilier ces deux réalités ? À l'intérieur du pays, la contestation s'intensifie. Les manifestations prennent une ampleur gigantesque. À Washington, des centaines de milliers de personnes marchent contre la guerre. Les slogans résonnent dans les rues, les pancartes affichent la colère d'une génération. C'est la première fois que l'Amérique vit une opposition aussi massive à une guerre qu'elle mène. Et vous, si vous aviez vécu à cette époque, qu'auriez-vous ressenti ? Auriez-vous soutenu vos soldats, malgré la douleur des pertes ? Ou auriez-vous marché dans les rues pour réclamer leur retour ? Face à cette pression, les institutions tiennent un double langage.
elles affirment soutenir l'effort militaire tout en travaillant à des négociations de paix. Paris devient le théâtre de discussions interminables entre Américains, Sud-Vietnamiens, Nord-Vietnamiens et Viet-Cong. Des discussions qui avancent, reculent, s'enlisent. Chaque conférence apporte de l'espoir mais aussi de la frustration. En même temps, Nixon doit affronter une autre réalité, la défiance croissante des citoyens envers le gouvernement. Les années 1960 ont laissé des cicatrices profondes. Les assassinats, la guerre, les émeutes, tout cela a ébranlé la confiance. Et l'Amérique, pour avancer, doit convaincre ses citoyens qu'elle peut encore incarner ses idéaux. Les médias jouent un rôle essentiel. Les grands journaux publient des enquêtes, la télévision diffuse des débats passionnés. Chaque soir, les Américains suivent les nouvelles du Vietnam comme on suit un feuilleton tragique. On connaît les lieux, les dates, les batailles. Le conflit est devenu une partie du quotidien. Mais au-delà de la guerre, une autre question plane. Jusqu'où un pays peut-il aller avant de perdre son unité ? Les institutions continuent de fonctionner, la démocratie continue de s'exprimer, mais la société est traversée par une fracture immense. C'est dans ce contexte que Nixon prononce l'un de ses discours les plus marquants. À la télévision, il parle de la majorité silencieuse. Il s'adresse à ceux qui ne manifestent pas, qui ne crient pas, mais qui, selon lui, soutiennent encore l'effort de guerre et la stabilité du pays. Ce discours frappe les esprits parce qu'il pose une question fondamentale. Qui parle au nom de l'Amérique ? Les foules dans les rues ou la masse silencieuse des foyers ? Et vous, à qui vous seriez-vous identifié ? À la clameur des contestataires ou au silence des familles qui espéraient seulement voir leurs enfants revenir vivants ? En relisant les archives de cette époque, je vois combien le souvenir de Kennedy a servi de boussole. Pour Johnson, pour Nixon, pour les générations qui suivaient, Kennedy restait le symbole d'une Amérique idéale, optimiste, confiante, tournée vers l'avenir. Même mort, il continuait d'inspirer. Mais cet héritage est paradoxal, car si Kennedy représentait l'espoir, sa mort et celles qui suivirent rappelaient sans cesse la fragilité de cet espoir. C'est comme si chaque pas en avant s'accompagnait d'une ombre. Les cérémonies officielles, année après année, entretenaient ce double discours. On célébrait l'homme, son sourire, ses discours, sa promesse d'un monde meilleur. Et en même temps, on se souvenait du drame de Dallas, de la limousine, des coups de feu, du sang sur le tailleur rose de Jackie. Et vous, si vous aviez vécu à cette époque, que seriez-vous resté retenir ? L'image d'un président porteur d'un rêve ou celle d'un homme abattu, symbole d'un pays blessé ? Je crois que l'Amérique a choisi de garder les deux, parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait avancer, mais elle ne pouvait pas oublier. À la fin des années 60, cette dualité est partout. D'un côté, la conquête spatiale, le pas sur la Lune, les avancées scientifiques, les réformes sociales. De l'autre, la guerre, les assassinats, les émeutes, l'Amérique rayonne et saigne à la fois. Et c'est dans cette contradiction que réside l'héritage de Kennedy. Non pas seulement dans ses discours, mais dans le fait que sa mort a forcé un pays entier à regarder sa propre fragilité. Aujourd'hui encore, on parle de lui comme d'un mythe, mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être un mythe, il était un homme, et que c'est la violence de son destin qui a façonné cette mémoire. Alors je vous pose cette question. Qu'est-ce qui reste, selon vous, de Dallas en 1963 ? Est-ce une simple date dans un manuel d'histoire ? Ou est-ce une cicatrice encore ouverte dans la conscience collective ? Que retenez-vous de tout cela ? L'espoir d'un président qui voulait emmener son pays vers de nouveaux horizons, ou la fragilité d'une nation qui a vu ses héros tomber les uns après les autres ? Peut-être que la vérité se situe entre les deux. L'Amérique de Kennedy, c'était une promesse. L'Amérique après Kennedy, c'était une épreuve. Et cette tension continue d'exister aujourd'hui. Les institutions ont toujours rappelé un message simple. Malgré la douleur, malgré les drames, la démocratie américaine tient debout. C'est le récit que l'État a voulu transmettre et c'est celui qui s'est imposé. Non pas parce qu'il efface la souffrance, mais parce qu'il donne un sens à ce qui semblait insensé. À chaque commémoration, à chaque discours officiel, ce message revient. John F. Kennedy n'est pas seulement un président assassiné, il est le symbole d'une Amérique qui avance malgré tout. Alors que reste-t-il plus de 60 ans après ? Un mythe, bien sûr, une légende, construite par la douleur et par la mémoire, mais aussi une leçon. Même dans ces heures les plus sombres, une nation peut choisir de transformer ses blessures en force. Et vous,
Que voyez-vous dans ce nom Kennedy? Une promesse non tenue? Un rêve interrompu? Ou l'exemple éternel d'un pays qui refuse de plier face au tragique? Peut-être que la réponse n'appartient pas aux historiens, ni aux institutions, mais à chacun de nous. Car au fond, l'histoire de John F. Kennedy n'est pas seulement celle d'un président tombé. C'est celle d'un peuple qui a dû apprendre brutalement que l'espoir a toujours un prix. Et enfin, si cette histoire vous a choqué, sachez que nous avons d'autres vidéos sur des tragédies tout aussi bouleversantes et mystérieuses. Ne manquez pas ces enquêtes. Si vous voulez soutenir notre travail et nous permettre de continuer à sortir des vidéos chocs, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Ça ne prend qu'une seconde, mais pour nous c'est énorme. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de vous